S'il y a quelque chose qui a le don de m'agacer profondément, c'est l'injustice. Et l'une des grandes injustices en entreprise, c'est souvent le manque de parité criant au niveau des comités exécutifs, au niveau des comités de direction générale, au niveau des postes clés dans l'entreprise. Alors bien sûr, tu pourrais me dire que c'est malheureux, mais tout compte fait, c'est assez normal parce que les grands chefs à plumes ont plutôt tendance à se coopter entre mâles alpha. Tu pourrais aussi me dire que cela t'agace aussi quand tu vois que certaines entreprises aiment afficher de pseudo-indicateurs de parité. Puis ces pseudo-indicateurs de parité, ils les affichent comme des pins leur permettant de se donner bonne conscience. Et tu pourrais aussi me dire que cela t'irrite aussi lorsque, dans certaines sphères, les éléments de langage visant à créer des nuages de fumée sur des pratiques bien rodées pour ne pas laisser les femmes accéder à de vrais postes de responsabilité sont tout à fait au taquet. Ouais. Mais si on arrivait vraiment à la parité dans les entreprises, qu'est-ce que ça changerait d'un point de vue managérial ? Ça changerait quoi pour l'équilibre de l'entreprise et pour son développement futur ? Et ça changerait quoi pour ses collaborateurs et leurs managers ? Pour bien comprendre ce que la parité dans les entreprises change vraiment pour les managers, j'ai invité Caroline Ramad. Elle est fondatrice et présidente de 15 Tech, l'entreprise qui s'est donnée comme mission de parvenir à 50% de femmes dans la tech d'ici 2050. Bonjour Caroline. Bonjour PPC. Ravi de t'accueillir ce matin pour ce très beau sujet. Tu connais parfaitement le sujet de cette parité, de ces problèmes de parité. J'aimerais que tu arrives les bras chargés de cadeaux avec quelques chiffres que tu as trouvés dans la tech. Alors oui, effectivement, la tech, les managers et les dirigeants en entreprise, ça fait pas exactement bon ménage. On a à peu près, d'après la dernière étude qui vient d'ailleurs de sortir de Sista hier et BCG, tu as 22% seulement des postes de dirigeants des entreprises qui sont occupés par des femmes dans le French Tech 120, donc c'est extrêmement faible. Et 9%, notamment sur le fameux Next 40, des postes du noyau dur exécutif occupés par des femmes. Donc c'est vraiment faible. Et on a même 23% des entreprises du French Tech 120 qui ont carrément aucune femme dirigeante. Donc en fait, on a effectivement un manque énorme, au-delà du fait qu'on a à peu près 7% aujourd'hui de femmes entrepreneurs, hein, donc CEO ou co-founders dans les startups françaises. Donc ça, c'est le constat. Et on pourrait dire mais oui, mais c'est normal parce qu'en fait il n'y a pas assez de pipeline, il n'y a pas assez de femmes dans les métiers tech, mais malheureusement Figures, qui est une startup de benchmark salarial, vient de sortir aussi une étude et prouve que la France a le plus bas taux de femmes CEO, donc Chief Operating Officer, donc qui sont des métiers liés aux opérations, donc rien à voir avec la tech, seulement 9% aussi. Quand tu as 50% de femmes aujourd'hui qui sortent d'HEC, il y a juste un truc qui fonctionne pas et c'est bien dommage parce que en fait, on le sait, cette parité, elle est moteur de performance, elle est moteur de croissance. Aujourd'hui, toutes les lois vont aujourd'hui inciter les entreprises d'indexer GAPRO à demain RIC1. Il n'y a plus le choix, sinon on paye des amendes. Donc il faut vraiment qu'on se mette en mouvement pour le changement et je dirais voilà, la bonne nouvelle, c'est que c'est bon pour la croissance. Bon, ça c'est bon pour la croissance, mais si je t'entends, j'ai l'impression que l'ascenseur est cassé. Il est cassé parce que je pense que c'est vraiment typique à la tech. Aujourd'hui, ce qu'on demande à un entrepreneur quand il reçoit des fonds d'investissement, c'est d'embaucher des gens qui l'ont déjà fait. Donc, des gens qui ont exactement fait la même chose dans les mêmes fonctions. Donc, si tu prends par exemple des fonctions dans le produit, Chief Product Officer, ils vont dire non, est-ce que tu as bien quelqu'un qui a fait 5 squads dans le même domaine exact. Donc, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne qu'on va embaucher le même mec qui vient de l'autre boîte. Et en fait, on a une reproduction où, effectivement, au lieu de faire passer des gens de manager à, mettons, directeur, puis directrice, puis exécutive, ça marche pas. Et même, j'ai envie de dire, aujourd'hui, tu as 30% de femmes en bas de l'échelle, aujourd'hui, tout poste confondu dans la tech, 30%. Si tu en as 7% en haut, il y a un problème. Enfin, il y a quelque chose clairement qui fonctionne pas. Et ça, clairement, c'est une question de confiance. C'est est-ce que les femmes, donc moi ce que j'entends, parce que tu sais, on a une plateforme qui connecte une centaine d'entreprises à plus de 30 000 talents féminins dans la tech à travers l'Europe. J'entends souvent quand on arrive au poste de direction, c'est
est-ce qu'elle aura les épaules assez larges? Donc, tu vois les stéréotypes qui sont à l'œuvre. Et je dis, attendez, est-ce qu'on est obligé de parler d'épaules ou de taille de l'entrejambe pour essayer d'avoir ces postes? Je ne crois pas. Et donc, c'est la confiance, en fait, qu'on va être capable de le faire parce qu'on l'a peut-être pas fait avant, parce qu'on n'a pas été mis à ces fonctions, qui aujourd'hui casse le système et il va falloir vraiment arrêter ça. Tiens, Laura te pose une question et demande est-ce que tu as des chiffres sur l'impact positif de la parité sur la tech? Sur la tech, oui. En fait, généralement en entreprise, ce qu'on sait, c'est que c'est quand même quasiment 20% d'innovation en plus quand on a des équipes qui sont mixtes et diversifiées. Pourquoi? Parce que on va penser différemment. Et si on pense différemment, ben on adresse un marché qui est total. Si je rappelle, par exemple, quand l'airbag a été créé, il tuait femmes et enfants et personne ne comprenait pourquoi. Ça a duré quand même 2 ans, cette affaire. C'est pas rien. En fait, les ingénieurs qui étaient à l'œuvre étaient tous des hommes et ils avaient la taille du mannequin crash test, c'était celle d'un homme. Et en fait, du coup, quand on était une femme, un enfant, on est plus petit, on s'étouffe. J'ai envie de te dire qu'il aurait suffi d'avoir une secrétaire dans l'équipe. On va pas demander un gros cerveau pour comprendre qu'il y avait un petit problème sur la taille du mannequin. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en gros, ça apporte de l'innovation en plus. 2, ça apporte de la créativité. On est plus créatif et c'est même prouvé que le quotient intellectuel global de l'équipe est boosté. Vraiment, on progresse de manière très fortement parce que on réfléchit ensemble et on adresse un marché qui va être tout simplement plus large. Donc oui, mettre des femmes à la stratégie produit, inventer ces produits tech, eh ben ça va vous adresser à un marché qui est plus large. Je le rappelle, les femmes c'est 52% de l'humanité. Donc en fait, on est seulement une minorité dans la tech. Tiens, Mélodie rebondit sur la question de Laura et elle pense que la question possible est peut-être l'inverse. Qu'est-ce qu'on manque si on n'a pas une entreprise paritaire? C'est quoi les risques à moyen, long terme? Et puis, ça change quoi d'un point de vue managérial aussi? Je pense que, je le dis, ça nous fait manquer des opportunités marché. Donc, c'est un moteur de croissance, un moteur de performance dans un contexte de crise en plus. Et quand vous lancez un produit, vous pouvez plus vous en passer. Vous avez besoin de parité, vous avez besoin plus largement de diversité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour moi, c'est que aujourd'hui, je pense que j'aime pas dire un leader féminin ou un leader masculin, mais je pense qu'il y a eu un stéréotype du leader qui a été un stéréotype qui s'est fondé sur des valeurs assez masculines, mais très stéréotypées aussi, ce qui fait que les hommes sont presque obligés de l'imiter, qui a conduit dans la tech, en tout cas, à des conduites qui sont assez toxiques, assez brutales. Et aujourd'hui, il y a vraiment besoin de remettre, j'ai envie de dire, des valeurs du féminin et du masculin dans notre leadership. Et pour moi, le pilier, c'est l'empathie, c'est l'inclusion et c'est construire un environnement de confiance et pas un environnement brutal dans lequel on ne ferait pas confiance aux gens et dans lequel on ne les ferait pas progresser. Donc, construire cet environnement dans la pluralité et la diversité, c'est instaurer un esprit de confiance, de collaboration et de coopération. C'est le leader, pour moi, empathique, inclusif, qui sera le plus performant dans l'entreprise d'aujourd'hui et de demain. On le rappelle, aujourd'hui, on a quand même un mouvement de grande démission qui est également à l'œuvre en Europe. Et j'ai envie de dire, les jeunes hommes et les jeunes femmes, aujourd'hui, ne rejoignent plus les entreprises, déjà, n'ont plus confiance en l'entreprise. Ils préfèrent rester freelance. Et quand ils sont, il y a une faible rétention parce que aussi ils ont un manque de confiance dans leur capacité à produire des choses qui créent de l'impact. Donc pour moi, plus de diversité et de parité, c'est créer cet environnement de confiance. C'est réclamé aussi par ces jeunes. Il y avait une étude avant Covid qui montrait dans les startups américaines que le chiffre était passé de 11 à 34% dans les employés hommes et femmes de start-up qui voulaient démissionner dans l'année qui vient si l'entreprise ne faisait rien en matière de diversité. Donc voilà, donc ça, c'est créer un environnement de confiance, inclusif, empathique. Ça va aider à la rétention des employés. C'est ce qu'ils demandent aujourd'hui. Ils veulent plus j'ai envie de dire, de leaders empathiques et qui va générer quand même un peu de bien-être et de savoir l'impact que tu vas générer dans ton job. Donc pour ça, il faut collaborer, il faut avoir de l'impact au quotidien dans ce que tu crées. Tiens, une question de Maud qui te demande, est-ce qu'elles sont autant à postuler dans les entreprises, ces femmes ? Alors, elles postulent moins, donc ça, moi je peux le dire, puisque sur 15 Tech, quand elles font des candidatures, elles réfléchissent 10 fois plus. On n'est pas du tout discriminant, donc les hommes peuvent postuler chez 50. D'ailleurs, on va ouvrir bientôt d'autres critères de diversité. Mais un homme arrive, il postule 25 offres.
Une femme, elle va revenir plusieurs fois sur l'annonce et elle va postuler in fine à 2 offres. Pourquoi ? Parce que plus votre job desk, votre offre d'emploi est longue, plus elle décrit des langages que vous maîtrisez parfaitement, avec aussi dans le management des choses, plus moins elles vont postuler. Donc ça, c'est prouvé. Et nous, on le voit clairement dans les on va dire dans les patterns adoptés. Donc, on les incite évidemment à postuler beaucoup plus. Il faut évidemment oser. Cela dit, il y a aussi des stéréotypes de l'autre côté, comme on a des attendus, comme je vous l'ai dit, des prérequis. Si on a un point de faiblesse, souvent, ça va être défavorable pour les femmes, quelque part. C'est-à-dire que quand je vous dis que on a, par exemple, des chief product officers qui ont postulé sur des offres où il fallait manager, mettons, 5 squads. Donc, les squads, vous savez, c'est des équipes techniques, donc que vous maîtrisez. Elles en avaient peut-être fait 3. Et ça vous fait un drop de candidature. Donc ça, c'est pas normal. Vous voyez, on perd des opportunités colossales. En revanche, moi, ce que je dis quand même aux femmes, c'est que regardez un tout petit peu moins la liste complète. Et ça, nous, on invite de toute façon les entreprises à réduire cette liste de courses, dont ils n'ont pas besoin intégralement. Mais postulez beaucoup plus, parce que vous êtes quand même très attendus dans ces fonctions de direction ou on va dire de fonctions exécutives. Et donc, il faut quand même y aller et oser beaucoup plus. Et de toute façon, qu'est-ce qu'on risque ? On risque un non. Mais pour un non, vous pouvez aussi avoir un oui. Donc ça, c'est vraiment mon conseil que je conseille vraiment aux femmes et du côté des entreprises de vraiment réduire la liste, parce que c'est très inhibant et ça décourage des profils qui auraient peut-être pas toute la checkbox d'y aller, là où les hommes postulent à peu près à, je crois que c'est 60% de la liste, Lilian. Postulez, on vous attend, on a besoin de vous, mesdames. C'est bon. Commentaire, tiens, de Lucille. Elle te dit, il existe plein d'études qui montrent les bienfaits et bénéfices des équipes plus mixtes, plus diversifiées. En entreprise, nous signale Lucille, plus 20% d'innovation avec des équipes plus féminisées. Et dans le cas contraire, il y a des gros risques de ne pas avoir des équipes assez paritaires et diversifiées, parce que ça amène un biais au niveau des intelligences artificielles, sur la recherche dans la santé, sur les produits, sur les services conçus pour les hommes, et qui ne tiennent pas compte en fait de ces différents caractéristiques des femmes. Tu es 100% d'accord avec ce que vient de dire Lucille ? Oui, je disais, les 20% d'innovation en plus, c'est démontré, effectivement. Et il y a tellement aujourd'hui de produits qui sont sortis et qui ont manqué des opportunités énormes, parce que justement, ils avaient été créés que pour une partie. Et effectivement, le biais algorithmique, c'est un sujet qui est colossal. Aujourd'hui, on a 15% de femmes dans l'IA en France versus 26% en Italie et plus de 50% en Tunisie. Donc, il y a une urgence à diversifier ses sources de recrutement pour pouvoir avoir plus de femmes dans l'IA. Je rappelle le scandale de l'Apple Card, où notamment, d'ailleurs, un investisseur américain avait dévoilé ses biais algorithmiques. Sa femme gagnait plus que lui, son crédit a été refusé, lui, ça a été accepté. Donc ça, c'est vraiment prouvé que si on fait pas attention à son set de données et qu'ils sont entièrement biaisés, c'est-à-dire qu'il y a pas... D'ailleurs, on pense que aux femmes qui codent, mais en fait, quand vous créez des algorithmes, il y a des gens en recherche en ressources humaines, il y a des gens en recherche sociologique, des sciences humaines, de tout ça. Donc en fait, ces équipes, elles pourraient être beaucoup plus pluridisciplinaires que ça, et c'est aujourd'hui une nécessité absolue. Des entreprises comme Orange se sont engagées, moi-même, dans la charte de l'IA inclusive d'Arborus, et je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire aujourd'hui d'auditer, de regarder ça et de changer la donne sur ces sujets-là, parce que ça a des impacts graves. Voilà, Siri n'avait pas répertorié quand on lui posait la question j'ai été violée, ils n'avaient pas marqué la question, ça n'existait pas chez eux. Donc c'est quand même ça veut quand même parfois ça malheureusement ça a même des impacts dramatiques sur l'usage des produits. Autre question, c'est celle de Charles. Il te dit, dans 15 Tech, vous visez, effectivement, vous avez comme mission de parvenir à 50% de femmes dans la tech d'ici 2050. Il dit, ces 50% de femmes dans la tech, c'est uniquement à des postes de dirigeants, ou est-ce que c'est sur toutes les strates de l'entreprise ? Non, c'est toutes les strates de l'entreprise. Donc aujourd'hui, on est à peu près à 30% dans la moyenne européenne, 27% si c'est que les métiers tech. Aujourd'hui, essentiellement situés en bas de l'échelle. Donc nous, on s'est fixé comme mission la rétention, notamment la reconversion des talents. Pourquoi ? C'est que déjà, on a une femme sur 2 qui quitte la tech après 8 ans d'expérience pour des raisons de discrimination au travail. Donc c'est égalité salariale, le fait justement qu'elles sont pas promues, l'environnement toxique et la faiblesse des politiques anti-discrimination dans ces entreprises.
Donc, ce pilier-là, nous, on a créé un gender score où toutes les entreprises qui passent chez nous sont obligées de le passer et dévoiler en transparence leurs résultats, et ça sera bientôt validé par les employés. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous êtes en cybersécurité, c'est une femme sur deux tous les 3 ans, parce que l'environnement est particulièrement toxique. Donc, en fait, on a une fuite des talents. Après l'école aussi, donc si vous prenez des écoles comme Centrale Supélec, mais pas toutes les femmes de Centrale Supélec qui vont aller vers la tech, elles vont aller faire d'autres choses. Et vous avez entendu les conditions et parfois des problématiques de harcèlement. Donc, ça leur donne pas envie de rejoindre la tech. Donc, la tech doit changer, elle doit être plus inclusive, elle doit vraiment travailler de l'école, même quand elles ont fait ce choix et qu'elles sont peu nombreuses, jusqu'à la carrière. Notre devoir, c'est de les faire monter quand même dans l'échelle. Donc ça, c'est comment de junior à C-level, je m'assure que si j'en ai 30% en bas de l'échelle, j'en ai 30% en haut. Enfin, ça, c'est le B à bas, mais c'est vraiment le minimum. Et on l'a entendu, 30% en bas, 7% en haut, on n'y est pas. Le deuxième point, c'est que je pense que pour que ça change, il va falloir que les investisseurs changent. Aujourd'hui, ils investissent toujours dans les mêmes types de projets, qui reproduisent toujours les mêmes systèmes. Et aujourd'hui, la phase de l'investissement, c'est 95% d'investisseurs masculins. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a ouvert notre capital. Et nous savons qu'on invite les femmes et les hommes qui veulent changer la tech à investir chez nous, parce qu'on pense que ça suffit, qu'on ait toujours les mêmes visages, qui reproduisent toujours les mêmes entreprises. Et ça, il faut casser ce modèle systémique. Et par ailleurs, il y a un champ qui est énorme. Hein. On va manquer de 1 million d'emplois dans la tech, et donc y compris de managers. Et ça sera les managers notamment. C'est une étude européenne qui prouve que ça sera 16 milliards de PIB en plus si on a des femmes à 50% dans la tech. Donc c'est colossal en fait l'opportunité économique qui se présente à nous. Mais la reconversion professionnelle, il faut que vous sachiez qu'il y a 40 à 60% aujourd'hui des bootcamps type Simplon, Le Wagon, Ironac, qui aujourd'hui c'est des femmes qui vont en développement, en data science, et que l'employabilité de ces femmes est faible. Déjà, on leur propose des salaires qui sont faibles à l'entrée, donc elles ont l'impression qu'elles vont pas pouvoir progresser derrière, et c'est un parcours qui est difficile à l'entrée. Donc moi, il me semble qu'il manque une brique. Et par exemple, on a 15% des femmes aujourd'hui sur 15 Tech qui sont en reconversion professionnelle. Pour les 1 million de talents qui vont manquer de toute façon à l'appel en 2030, on n'a pas le choix. Il faut que les entreprises investissent mais vraiment massivement dans les formations. Donc, comment est-ce que je passe d'un parcours de reconversion à grandir en hard skills? Comment, une fois que j'ai grandi dans mes compétences techniques, je grandis en management et en leadership? Et comment je passe de ce statut de junior à demain manager? Et comment j'y arrive? Et ça, le seul vecteur de possibilité pour l'égalité salariale, c'est montré pour les études, et managériale, c'est la transparence. Transparence des salaires, transparence des grilles de compétences pour y arriver. Par exemple, quand vous êtes chez Doctolib, vous rentrez, vous savez que dans 6 mois, vous pouvez être éligible, ou 1 an, être éligible à un statut de manager. Et donc, vous pouvez rentrer dans ce qu'on appelle un career pass, mais un plan de carrière en français, qui est très clair. Et nous, on a beaucoup de femmes qu'on a interrogées, notamment à 3 ans d'expérience, qui me disent « Moi, je ne sais pas quelle est la prochaine étape dans cette entreprise pour moi, et je ne sais même pas comment je peux faire pour être promue. » Donc, et elles aspirent, elles aussi, dans toutes les études, c'est montré qu'elles aspirent à intégrer des rôles créatifs technologiques, donc des rôles de tech lead, de CTO aussi. Et c'est pas le cas aujourd'hui. On les cantonne à des rôles très exécutants dans lesquels elles n'ont pas la vision 360, la vision d'impact, et elles n'ont pas envie de ça. Donc, progressivement, elles quittent la tech. Voilà. Bon, écoutez, les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les managers, hein, on change les pratiques. Allez, en 2 mots, un dernier conseil pour les managers qui veulent changer la donne, qui veulent participer à cet élan. Tu leur dirais de faire quoi, très concrètement, à partir d'aujourd'hui? Je leur dirais de passer d'abord le test implicite d'Harvard. Ça leur montrera s'ils sont biaisés ou pas, et de le repasser régulièrement. D'accord? Donc, si vous êtes dans la tech, vous pouvez associer par exemple femmes et sciences et voir si vous êtes biaisé. Ça, c'est hyper important, c'est regarder vos propres datas. Combien vous aviez de femmes quand vous aviez en interview? Combien vous en avez recruté? Où est-ce que ça a droppé? Par ailleurs, regardez, faites très attention à vos performances, vos entretiens de performance annuels. C'est prouvé, il y a énormément de biais. On utilise des qualificatifs négatifs pour parler des femmes comme trop émotionnelles ou trop agressives. Regardez si vous utilisez ce genre de termes. En fait, c'est ça qui peut-être vous biaise dans votre manière de faire. Donc, attention à vos biens conscients. Scrutez vos manières de faire, et vous verrez, vous allez vous ouvrir un champ des possibles qui va tout simplement être merveilleux, parce que vos résultats en tant que manager, ils vont être boostés, et vos patronnes et vos patrons, ils seront super contents.
Eh ben, c'est magnifique. Mille merci Caroline d'être passée ce matin. Un grand merci à toi. Eh ben, merci PPC pour cette invitation. J'étais ravie d'être avec vous de bon matin. Eh ben, ça fait du bien. Merci à toi aussi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. MGMT, Management Nouvelle Génération. N'hésite pas à le partager autour de toi. Si tu as trouvé ça formidable, voilà, tu peux dire bravo, tu peux partager sur tes réseaux sociaux en disant j'ai entendu un épisode et une invitée fabuleuse. Voilà ce qu'elle a dit. Voilà les pépites que j'ai trouvées. Vous partagez ça sur les réseaux sociaux. Puis si vous aimez ce podcast, vous n'hésitez pas à mettre quelques étoiles, oui, quelques belles étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Je vous souhaite une très belle journée. Merci pour votre écoute. On se dit à très bientôt et surtout, ne lâchez rien. Ciao.